We checked all four systems and you are go on modulation all four and keying was a go. Roger, you're loud and clear here also. Avec pour compagne les étoiles et l'impesanteur, nous, les astronautes de la Station spatiale internationale, vivons à 400 km au-dessus de la Terre, accrochés au vide spatial. Ce vide, d'où de plus en plus souvent surgit un danger d'un nouveau genre, qui nous concerne tous. Un vide sous haute surveillance donc. Et en ce 27 octobre 2014, les ingénieurs qui le scrutent sont soucieux. Quelque chose approche de la station. Beaucoup trop vite. Beaucoup trop près. Un débris. Le cauchemar des ingénieurs. Pour nous, s'il nous percute, c'est fini. Sur Terre aussi, les débris menacent nos modes de vie. Moi, je suis Thomas Pesquet, je suis astronaute. Je m'entraîne en ce moment pour ma mission, 6 mois dans la Station spatiale internationale. Les conquêtes spatiales de demain, je pense que c'est super important et que ça concerne tout le monde. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde dans notre passé. Et quand on va vers des planètes comme Mars, ce qu'on veut voir aussi, c'est notre avenir. On avance dans un environnement qui est difficile, mais on avance au final assez vite. C'est un voyage incroyable en fait. Embarquons ensemble dans cette aventure et puis je vous promets que vous ne serez pas déçus. L'activité humaine dans l'espace a produit des merveilles technologiques. Seule ombre au tableau spatial, la pollution générée. Une pollution qui a pour enfant des millions de débris. Dont celui-ci. Il file tranquillement à 28 000 km/h. Dans sa ligne de mire, l'ISS, la Station spatiale internationale. Pendant mon entraînement, j'ai dû apprendre à gérer des scénarios catastrophes. J'ai alors découvert la nouvelle menace des débris spatiaux. On a trois grandes classes d'urgence à bord de l'ISS. Le premier, c'est le feu. La deuxième, ce serait quelque chose de toxique qui se répandrait comme ça dans l'atmosphère de la station. La troisième, c'est dépressurisation. Et dépressurisation, une des causes possibles, probables, ce serait un débris, un trou dans la carlingue. Et puis nous, on perd notre atmosphère comme ça, vers le vide de l'espace. Évidemment, ce n'est pas une situation d'avenir. Mais nous avons des anges gardiens. Ils sont en bas, à Houston, aux États-Unis. Ce sont les ingénieurs de la NASA qui, avec les Russes, gèrent au quotidien l'ISS. Et ce 27 octobre 2014, donc, leur priorité absolue, c'est de modifier l'orbite de la station. Débris en vue. Modifier l'orbite de l'ISS, c'est pas une manœuvre qu'on peut faire à tout moment non plus. Par exemple, je pense que si on avait des gens en sortie extravéhiculaire à l'extérieur, on va pas commencer à manœuvrer la station, ce serait dangereux. Donc c'est pas une manœuvre qu'on peut faire en permanence. Ce jour-là, personne dehors. On peut donc manœuvrer la station. Mais il y a un problème de taille. La station internationale, quand elle voit qu'il y a un risque de collision, elle a besoin de peut-être 24 heures pour tout ranger. Avant de bouger, il faut arrêter toutes les expériences, il faut se placer dans une configuration spéciale, il faut chauffer les moteurs, etc., etc. Et donc, quand la station a le temps de bouger, elle manœuvre. Mais du temps, ce jour-là, la station n'en a pas. On a eu une alerte comme quoi il y avait un certain nombre de débris qui se dirigeaient vers la station. L'information est arrivée très très tard. Donc les équipes sont mises en place très, très rapidement, moins d'une heure au centre de contrôle. Les ingénieurs refont tous les calculs, mais il faut se rendre à l'évidence. Ils ont devant eux 6 heures.
6 heures seulement avant que le débris ne se rapproche de la station, à 10 km, peut-être 5, peut-être plus près encore. Les calculs ne sont pas précis. Comment pourrait-il l'être sur un objet incontrôlable? Il faut donc bouger la station au plus vite. La solution se trouve peut-être là. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Dans cette fusée Ariane. Allumage des 2 EAP et décollage. Elle a décollé 2 mois auparavant, depuis le centre spatial guyanais de Kourou. Sa mission, larguer dans l'espace un engin qui, après un voyage de 5 jours, s'est amarré sans encombre à l'ISS. Il s'appelle l'ATV, véhicule de transfert automatique. Et c'est vers lui qu'aujourd'hui les regards se tournent. L'ATV, c'est un cargo donc de ravitaillement de la station spatiale. Donc on monte du fret, des équipements, de la nourriture, etc. Mais il sert aussi à ramasser les débris, les ordures, les déchets qui sont à bord de la station. L'ATV, conçue pour l'Agence spatiale européenne, dispose d'un atout de taille, de puissants moteurs, bien plus puissants et réactifs que ceux de l'ISS. De quoi en tout cas lui confier ce jour-là une mission d'urgence, remorqueur de l'espace. Et c'est cette mission que vont réaliser les ingénieurs de l'ATV, postés au CNES, à Toulouse, avec le feu vert de Houston et de Moscou. On a mis en route les moteurs de l'ATV qui étaient accrochés à la station pour essayer de remonter l'orbite pour pouvoir éviter les débris qui arrivaient sur la station spatiale. Ça va consister à simplement accélérer et puis monter l'orbite de la station. On la descend pas parce que si on la descend, on utilise du carburant pour la descendre. Il va falloir utiliser du carburant pour la remonter parce qu'elle a tendance en elle-même à descendre. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on la remonte. Lentement, sûrement, l'ATV va remorquer la station sur 4 km à la verticale. La station fait à peu près 400 tonnes à peu près. Et une poussée de 0,5 mètres seconde, ça se fait en une dizaine de secondes. Donc ça fait quelques kilomètres/heure, donc c'est relativement peu et c'est peu sensible à l'intérieur de la station. Les astronautes peuvent voir quelques objets se déplacer, mais ils le sentent pas vraiment. You can see, and we get moved. The space station's accelerating, leaving us behind. Et quand l'ATV effectue ses poussées, l'équipage n'a plus qu'à suivre le mouvement. Wow. Cette fois-ci, non, ils ont continué leur travail sereinement et nous, de notre côté, on a fait notre job comme ça devait être fait. Le danger a été évité pour cette fois-ci. Il y a eu un mois après, un peu moins d'un mois après, un deuxième débris aussi qui nous a obligés à faire le même type de manœuvre d'urgence. Aujourd'hui, l'ISS évite un débris 4 à 5 fois par an. C'est un risque qui est surtout dans une tendance d'accroissement. C'est quand même un sacré problème au niveau de la sécurité des véhicules spatiaux sur ces orbites-là. « 1957. Les Russes frappent fort. Spoutnik est le premier objet au monde lancé dans l'espace et le premier futur débris. La réplique des Américains est immédiate. La course à la conquête spatiale est ouverte. Américains, Russes, Chinois, Européens. Chacun redouble de savoir-faire et de créativité. Résultat, plus de 6000 lancements jusqu'à aujourd'hui. Fusées, satellites, sondes, navettes spatiales, stations orbitales. Au fil des décennies, 20 000 tonnes de matériaux partent flirter avec les étoiles, sans que personne ne réalise vraiment que ces bijoux technologiques sont en train de s'élancer vers leur destin de futurs débris de l'espace.
Un débris spatial ou orbital est un objet artificiel donc, qui n'a pas de fonction, donc qui ne sert à rien. Donc, typiquement, c'est par exemple un satellite, après ses bons et loyaux services, donc quand il est en panne, mort, et qu'on le laisse là-haut, c'est un débris. Tout ce qui a servi à lancer l'objet spatial est donc abandonné. 29 000 objets, de 10 cm à plusieurs mètres de long, errent ainsi au-dessus de la Terre. Mais les débris peuvent aussi venir du quotidien de nos missions spatiales. Car l'homme, sur Terre comme dans l'espace, génère une pollution. Les débris, ce sont donc aussi des câbles, sangles, capuchons d'objectifs, ressorts, boulons explosifs, ou bien des outils utilisés pendant nos sorties, que l'on rattrape in extremis, mais pas toujours. Il y a même parfois des objets volontairement jetés par-dessus bord. Ici, une cuve d'ammoniac que les ingénieurs estiment être devenue inutile pour l'ISS. You can practice the techniques that you practiced and give it a go. All right. I'm leaning back right now. Or at least I think I am. All right. And I'm going to start rocking forward. Patience. Jettison. Voici donc une demi-tonne partie en 2007, dans le grand vide. C'était avant la grande prise de conscience. C'était aussi avant qu'on ne comprenne que les débris les plus problématiques sont peut-être les satellites morts qui contiennent encore du carburant. Ce carburant que les ingénieurs appellent des ergols. Une fois qu'on a fini la mission, à l'intérieur, il reste toujours un peu d'ergol, de carburant-comburant. Donc, toutes les vannes sont fermées. Et si le soleil chauffe et que vous avez un défaut dans votre protection thermique de votre étage, à ce moment-là, le soleil chauffe, va vaporiser les ergols. Ça vous fait un effet de cocotte-minute. Blam! L'explosion génère alors une gerbe de nouveaux débris. Des débris encore plus dangereux. Car ils sont, contrairement aux 29 000 gros objets, trop petits pour être correctement suivis par les radars. On ne peut donc que difficilement les cataloguer et les surveiller de près. Les débris, au-delà de 1 cm, on parle de plusieurs centaines de milliers de débris. Bon, personne ne les a comptés, ceux-là. Autant les gros, on les a comptés, on les connaît et on sait où ils sont tous les jours. Les autres, on ne les a pas comptés. Et on est sur des nombres qui sont quand même très importants, quoi. Il serait 720 000 débris, entre 1 et 10 cm aérés au-dessus de nos têtes. Ennemis parfois éternels, leur durée de vie dépend de leur altitude, mais reste souvent à l'échelle infinie de l'espace. À 200 km d'altitude, je ne sais pas, la durée de vie c'est 3 mois ou 4 mois. Dès que vous êtes dans les 400 km d'altitude, là ça commence à se compter en années. À 800 km d'altitude par exemple, là on estime pour un satellite normal, c'est 2 siècles. Quand vous êtes à 1000 km d'altitude, là c'est entre 1000 et 2000 ans. Et puis au-dessus, bon, c'est beaucoup plus encore. De quoi leur laisser largement le temps de se percuter les uns les autres, produisant ainsi de nouveaux débris, qui en produiront d'autres, qui en produiront d'autres encore. On a un peu honte quand même, c'est un milieu qui était
où il n'y avait rien qui était un peu pur, et puis on est venu balancer tout un tas d'objets de fabrication humaine, donc ça fait un peu honte. En tant qu'astronaute, c'est même un peu plus un problème pour moi, parce que c'est carrément un danger. Une collision avec une bille de 1 mm, c'est l'équivalent d'une boule de bowling lancée à 100 km/h. Un débris de 1 cm, comme ça, c'est 1000 fois plus élevé. Et donc c'est une grosse voiture lancée à 130 km/h. Donc ça veut dire 1 cm, bon, votre satellite, il passe un sale moment. Nous avons fabriqué des objets extrêmement sophistiqués au niveau technique. Un satellite, c'est un objet très sophistiqué, donc qui est un peu la fine fleur de la production de l'intelligence humaine. Et en même temps, nous n'avons pas pensé, quand nous les avons produits, qu'un beau jour, ils nous échapperaient. Et ils ne nous obéiraient plus, partiraient, et au point même de devenir dangereux. Voilà une belle fable, j'allais dire. Enfin, une fable, mais bien réelle en même temps, de la nécessité d'associer toute technique à une réflexion responsable. Oui, une réflexion responsable. Cette réflexion, j'ai envie que nous, gens de l'espace, l'ayons en regardant le ciel et les étoiles, bien sûr. Mais aussi, et peut-être surtout, la Terre et les hommes qu'elle porte. Car nous sommes tous concernés, dans nos villes et dans nos campagnes. Les débris spatiaux, c'est un problème parce que si on fait rien et que ça prolifère comme ça, on ne peut plus envoyer de satellites, on ne peut plus utiliser de satellites dans l'espace. Alors les gens se disent mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut plus faire. On n'a plus de météo, on n'a plus de communication, on n'a plus de GPS. Donc ça, les gens se disent ouais mais c'est pas grave, je prendrai une carte. Mais ouais, mais il y a des choses comme le transport maritime, le transport aérien qui se base uniquement là-dessus. Donc tout d'un coup, on a une situation vraiment critique sur Terre. Des milliards et des milliards de données sont échangées à travers le monde chaque jour, chaque seconde, en transitant par l'espace. Téléphone portable, GPS, Internet, mais aussi télévision, retrait bancaire, Internet, cotation en bourse, compréhension du changement climatique ou encore contrôle des pêches, télévision, agriculture, prévention des catastrophes naturelles et bien sûr défense militaire. Nous sommes tous devenus totalement dépendants de l'espace. Une telle dépendance est aussi une fragilité. Est-ce que ça devient même une forme d'esclavage? Peut-être pas, mais en tout cas, ne sommes-nous pas prisonniers de tout cela? Donc, face à ça, mon sentiment, c'est toujours ne pas paniquer, bien sûr, parce que la panique est là, est certainement pas bonne conseillère, mais on ne peut pas revenir en arrière. La technique, c'est comme en mécanique, une fois qu'on l'a réalisé, on a su le faire, donc on ne peut pas l'ignorer. En revanche, on peut toujours penser au futur. Le problème des débris spatiaux, si on ne fait rien maintenant, dans 30 ans, il sera très grave et là, ce sera trop tard. Et c'est vraiment le même parallèle qu'on fait sur Terre avec le changement climatique. C'est la même chose. Les gens se disent « oui, mais pour l'instant, ça va, c'est pas trop grave ». Oui, d'accord, c'est pas trop grave maintenant, mais on sait que dans 30 ans, si on ne fait rien, ce sera un gros problème et ce sera trop tard. Mais avant qu'il ne soit trop tard, peut-on dans un premier temps demander à l'espace de gérer lui-même le problème ? Car figurez-vous qu'il possède cette incroyable capacité de s'auto-nettoyer. Tous les objets dans les orbites basses sont tous sur des orbites en spirale qui, petit à petit, progressivement, se rapprochent de la Terre et finissent par rentrer dans l'atmosphère. Freinés par cette atmosphère, ces débris de basse altitude rentrent chez nous en se consumant, mais en partie seulement. On estime que ça représente
probablement 20% de la masse de l'objet qui survit à la rentrée et qui impacte la surface du globe. On a des objets qui rentrent fréquemment. On estime qu'il y a à peu près 2 objets catalogués, donc de la taille du poing, qui rentrent chaque jour. Et on a 2 gros objets, donc des satellites ou des étages entiers. Il y en a 1 ou 2 qui rentrent chaque semaine. Donc non, le nombre de ces rentrées n'est pas suffisant pour nettoyer l'espace de ces débris. D'autant que ce sont uniquement les objets en orbite basse, tout près de la Terre, qui reviennent chez nous. Comme ce réservoir en titane. Comme tous ces débris qui menacent la Terre. Mais puisque celle-ci est composée à 80% d'océan, la probabilité qu'un objet spatial percute un être humain est très faible. 1,5 million inférieure à celle de se faire frapper par la foudre. Mais le risque existe. Et il est difficile de savoir précisément où ces débris vont atterrir. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une précision telle pour évacuer des zones, quoi. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau de précision. Et ça pose un problème, parce que imaginez la veille d'une rentrée, une belle trace, etc., qui survole Paris. Un bon gros objet qui rentre et où on sait que la trace survole Paris. On ne va pas évacuer Paris en disant c'est Paris à 2 tours de terre près. Vous voyez, donc il y a ce côté épée de Damoclès qui est très, très, très dur. Voici un élément d'une fusée en orbite basse. Il est sur le chemin du retour vers la Terre. Où finira-t-il par atterrir ? Et si sur son chemin, il devait croiser la Station spatiale internationale ? La priorité dans la problématique des débris, c'est de protéger la vie des astronautes. Et pour cela, nous avons dû trouver des solutions à court terme. Car moi, là-haut, je devrais peut-être gérer des situations d'urgence, notamment au cas où un débris percuterait la carlingue de l'ISS. Earlier this morning, Chris Cassidy had noted an object that was floating past the station near the Station Progress 52 cargo ship. On a des kits de réparation avec comme des ventouses, comme ça, une espèce de colle spéciale, de la résine, et puis on peut être amené vraiment à aller réparer la carlingue de la station spatiale. Alors c'est pas encore arrivé, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de trou dans la coque qui ont obligé l'équipage à réparer, mais on est préparé, on a l'entraînement et on a l'équipement à bord. Ouais. Puis les modules de l'ISS, surtout ceux qui sont à l'avant, sont blindés avec le même système que sur un gilet pare-balles. Des gilets pare-balles pour stations sous menace orbitale. C'est à Toulouse, au Centre national d'études spatiales, le CNES, que des scientifiques cherchent les moyens de protéger l'ISS. Ces 2 ingénieurs analysent un essai d'impact réalisé en laboratoire. Ça correspond à quoi comme essai? Alors celui-là, si tu veux, c'est la première plaque d'un système multimur et ça permet d'arrêter une partie de la population des débris. Cet impact a été causé par une bille de seulement 1 mm, lancée à une vitesse presque similaire à celle que l'on trouve dans l'espace, 10 km/s. Donc si on fait le montage, il vient comme ça, voilà, vous avez la première plaque, la seconde plaque, la troisième plaque. La particule passe à travers. Et donc normalement, sur cette troisième plaque-là, les particules ont été arrêtées. Donc vous voyez que dans ce cas-là, malheureusement, il y en a encore une qui a traversé. Et donc c'est là qu'il faut que les designers nous trouvent les bons paramètres pour avoir un système le plus efficace possible. Mais il y a un impératif, ne pas alourdir la station. Sinon, elle coûterait trop cher en carburant. On peut choisir les matériaux de chacune des plaques, on peut choisir leur épaisseur et on peut choisir la distance entre les plaques.
En sachant quand même qu'on est toujours sur une base d'un compromis, puisque plus on met de masse, plus on pénalise la structure. Plus on met de distance, plus le design va être encombrant. Donc voilà, donc on arrive toujours à essayer de trouver le meilleur compromis. Ces blindages marchent très bien pour des objets qui vont jusqu'à 1 cm ou 2, à peu près. Hein. Après, au-delà de ça, l'énergie est trop grande, ça ne marche plus. Mais la situation la plus catastrophique serait celle de croiser un débris alors que je serais en sortie extravéhiculaire, en scaphandre, suspendu dans le vide. Là, on est dehors, donc blindage, il n'y a pas de blindage en fait, c'est nous qui sommes dehors et si jamais il y avait des tout petits débris, là on serait un peu plus exposé, mais les chances sont globalement très très faibles, donc c'est des risques qu'on accepte sans problème. Généralement, quand les astronautes sont en sortie extravéhiculaire, s'ils en ont la possibilité, ils se placent derrière un objet. Comme ça, les astronautes sont protégés des impacts. Bon, après, vous n'avez pas toujours cette possibilité. Vous êtes peut-être obligé d'aller à des endroits moins protégés. Et puis, astronaute, c'est un métier dangereux. Hein, voilà. Et que faire quand on ne peut pas arrêter un débris par un blindage? Parfois, rien. C'est ce qui s'est passé le 24 mars 2012. Les ingénieurs de la NASA m'ont raconté ce jour-là. C'était un débris trop gros pour être amorti par les protections de la station, mais trop petit pour être suivi précisément. The timing of the notification to the flight control team of a possible conjunction came at a point that precluded planning for an avoid maneuver to steer clear of the object, the size of which has not yet been conclusively determined, even though the trajectory operations officer here in Mission Control has characterized the object as small. Les objets les plus problématiques, ce sont les objets pour lesquels on connaît le moins leur orbite. Parce que moins bien vous connaissez l'orbite de l'objet, plus vous avez à prendre de précautions quand vous allez le croiser. Donc typiquement, ce qui va nous créer des soucis, c'est les petits objets. Cette fois-ci, impossible de modifier l'orbite de la station. Car personne ne peut dire s'il faut la monter ou la descendre. Dernière solution dans ces cas-là, le Soyouz. La prochaine étape, c'est d'aller rejoindre notre Soyouz, qui est notre vaisseau qui nous a amenés à la station. So the prudent thing to do was to shelter the crew, just to be absolutely sure that all steps had been taken to protect the crew. À partir de là, le stress de l'attente. Flight controllers standing by here in Mission Control. Just 30 seconds to go until time of closest approach. 21 seconds. Les astronautes, ils savent que dans le cas très très improbable, on parle d'une chance sur 10 000, d'une collision grave sur la station, là ils ont juste à appuyer sur le bouton rouge et puis ils sont désorbités, ils reviennent vers la Terre. Nothing. Looks like that's it. Okay, very good. Danger écarté, mais les ingénieurs restent inquiets. Ce débris, ils savent d'où il vient. Il est né un jour de 2009, provoquant la mobilisation de la communauté internationale face à la pollution spatiale. Je vous présente sa mère, Cosmos 2251, un satellite russe mort depuis 1995. Et son père, Iridium 33, un satellite privé américain, bien vivant celui-là, en exercice et donc manœuvrant. Iridium faisait partie d'une grosse constellation de satellites manœuvrants, et donc où, en théorie, ils avaient la possibilité de prévoir le risque de collision. Jusque-là, il y avait pas mal de gens qui disaient « ça sert à rien d'éviter le risque de collision, la probabilité est très faible ». Oui, mathématiquement, c'est très faible, mais la mathématique est une chose et la réalité est une autre. Et le 10 février 2009... Ça a été un peu un choc. Ça, on ne pensait pas que c'était possible, c'est comme une collision d'avion, on se dit mais il y a tellement de place, comment ils vont faire pour vraiment se tamponner? Et pourtant, c'est arrivé. On est vraiment dans le cas de deux satellites, de deux gros objets qui sont rentrés en collision, qui ont créé des milliers de débris et qui, quand même, aujourd'hui, sont la cause de 30%
au moins, des manœuvres d'évitement que l'on réalise. Et ça a été très intéressante parce qu'elle était évitable, quoi. Et donc, quand on leur a demandé, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait un risque de collision, là, ils ont répondu, mais si, on l'a vu, mais vous savez, on a 99 satellites. S'il fallait qu'on réagisse chaque fois qu'on a un risque de collision, on ne s'en sortirait pas. Donc, on a croisé les doigts et c'est tout. Et là, ça fait prendre conscience à la communauté internationale que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les débris de la collision se répartissent tout autour du globe. 3000 nouveaux objets en orbite qui effraient la communauté internationale et qui vont la pousser à engager des solutions à moyen terme. Car il n'est plus question de laisser passer le moindre risque de collision. Et puisqu'Iridium 33 était américain, ce sont les États-Unis qui vont prendre les choses en main, plus particulièrement les militaires, puisque ce sont eux les premiers qui surveillent l'espace. Le débris est leur nouvel ennemi public numéro 1. Et ils l'affichent à grand renfort de pub à l'américaine. Sir, debris heading towards our comm satellite. Impact may cut off communications with ground forces. Launch avoidance maneuver. 20 kilometers in closing. Collision averted, sir. All objects are accounted for. Good job. Learn more at airforce.com. Il y a eu une prise de conscience américaine qui a été très forte, qui a été de dire non seulement il faut faire la gestion des risques de collision pour les satellites militaires, mais pour tous les satellites américains. Et puis il y a quelqu'un qui a eu une encore meilleure idée, qui a dit mais pour tous les satellites opérationnels pour lesquels on peut faire quelque chose. Grâce à son réseau de radars, l'armée américaine a alors catalogué tous les débris visibles, puis a mis en place un système automatique qui, tous les jours, annonce les rapprochements potentiellement à risque sur tous les satellites du monde, qu'ils soient gérés par des opérateurs privés ou des agences spatiales nationales. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, on croule sous les demandes, sous les dizaines de milliers d'alertes collision tout le temps, quoi. Le paradoxe, c'est qu'un petit opérateur qui n'a pas beaucoup de moyens, il est un petit peu noyé sous ces messages, quoi. Et donc, il n'est pas question pour lui de bouger à chaque fois qu'on l'avertit d'un rapprochement dangereux, parce que sinon, il ferait pratiquement que ça, et puis il a autre chose à faire. Hein. S'il a fait un satellite, c'était pas pour éviter les débris. Il fallait donc améliorer les choses. En France, nous avons complété le système américain, nous l'avons customisé en quelque sorte, pour qu'il réponde à nos propres besoins, afin de protéger nos propres satellites. Au tout début de la chaîne, nos radars. Nous en avons 5, dont celui-ci, le radar grave, qui est fixe. Et les radars SATAM, qui sont mobiles. Ces dispositifs sont les outils de base des militaires de Cosmos, près de Lyon. Un centre qui surveille les objets spatiaux. Est-ce que la zone est bien couverte? Voilà, 2544. La triangulation est faite pour qu'il y ait toujours un minimum de satellites en triangulation sur une zone. Les militaires de Cosmos utilisent le catalogue de débris créé par les Américains. Mais ils complètent et affinent ces données avec celles des radars français. Et ils fournissent ces informations à un partenaire. Le service Caesar, mis en place par le CNES il y a 2 ans. Un service unique au monde. C'est ici que sont gérées les alertes de collision. Tout est automatisé. Astran Caesar, j'écoute. Il y a une alerte pour le satellite SMOS. Bon, un risque pour SMOS. Je regarde en parallèle? Ouais, je veux bien, ouais. Aujourd'hui, alerte de collision pour SMOS, un satellite du CNES qui mesure l'humidité des sols et la salinité des océans. Avec SMOS comme avec d'autres, le service Caesar aide une vingtaine d'opérateurs de satellites en faisant en quelque sorte le travail de détection à leur place. L'idée donc, c'est de proposer ce service aux opérateurs qui, si on ne leur proposait pas ce service, préfèrent ignorer et ne rien faire. C'est un système, une équipe, un service qui va gérer les risques de collision pour l'opérateur. C'est-à-dire qu'il va récupérer les messages concernant l'opérateur, il va les analyser.
Et puis, au fur et à mesure que la menace s'amplifie, on peut faire appel à des radars supplémentaires. Il y a pas mal de calculs complémentaires à faire, de manière à peaufiner l'orbite. Ce que je peux faire, sinon, c'est que je peux demander des mesures SATAM. Oui. Comme ça, on arrive à affiner l'orbite du secondaire. Le secondaire, c'est le débris. Il faut mieux connaître sa trajectoire, grâce au radar SATAM. Les militaires entrent en jeu. Captain Pryor. Oui, bonjour. C'est l'astreinte Caesar au téléphone. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'on a un risque pour le satellite SMOS. Oui. C'est un objet qui est déjà très bien vu par Grave, donc normalement, vous devrez réussir à l'attraper avec les SATAM aussi. Et la date de rapprochement, c'est pour quand? Qui est pour le 15 à 14h28 TU. Dans 3 jours. Très bien. Est-ce que vous pourriez me donner l'identité de l'objet secondaire, s'il vous plaît? Le 38039. Les radars SATAM parviendront-ils à capter le débris et définir plus précisément son orbite que n'ont pu le faire les Américains? Oui, c'est fait. Tenez-moi, capitaine, les prévisions de passage SATAM. Merci, sergent. Merci. La menace est confirmée. L'orbite du débris a été affinée. En bleu clair, celle calculée par les Américains. En rose, celle calculée par le CNES, grâce au Cosmos. Consistant et le risque est toujours très présent, quoi. Donc en fait, définitivement, il va falloir les convaincre de descendre. C'est quand même beaucoup moins dangereux de descendre. En réalité, on ne prévoit pas, oui, non, il y aura une collision. On a une probabilité d'avoir une collision. Et donc, s'il y a un risque de collision qui est supérieur à une chance sur 10 000, par exemple, mais là, on manœuvrera le satellite de manière à l'amener dans une zone moins dangereuse. Et c'est ici que ça se passe, dans la salle de contrôle du satellite SMOS. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir envoyer les commandes. Mais c'est bon, l'antenne a accroché le signal, tu peux y aller. Les TC sont en train d'être montés. Et pour le moment, tout est nominal. Bon, mais c'est parfait. SMOS a été descendu d'une centaine de mètres. Demain, ce sera peut-être un autre satellite. Et pour après-demain, la communauté européenne réfléchit à ouvrir ce service à tous les opérateurs qui le souhaitent. Il faudrait fournir ce service gratuit aux opérateurs. Et donc là, chaque opérateur n'aurait, entre guillemets, plus aucun intérêt à ne pas prendre le service parce qu'il serait gratuit et il a quand même l'intérêt aussi de protéger son satellite. Il est loin le temps des Spoutniks. Les satellites du futur devront prendre en compte la réalité des débris spatiaux. Il faut donc changer radicalement les regards sur la façon dont concevoir les satellites afin qu'on ne soit plus obligé de les éviter une fois qu'ils sont hors d'usage. Je crois profondément qu'à long terme, l'avenir est là, dans cette évolution des mentalités. Et croyez-moi, elle est en train de se faire. On a une initiative au sein de l'ESA qui s'appelle Clean Space, en fait, qui fait exactement ça, qui étudie tout le cycle de vie d'une mission spatiale, d'un point de vue vraiment environnement. Et moi, j'aime bien travailler avec eux, et puis j'essaierai de me faire un peu le porte-parole de cette initiative-là, parce que je trouve que c'est important. Créé en 2012, Clean Space est un service de l'ESA, basé près d'Amsterdam. Un service dédié aux débris et aux satellites du futur. Ici, on tente de mettre en place, techniquement parlant, des solutions pour que soient appliquées les règles. Car des règles de bonne conduite internationale, il y en a. L'une d'entre elles, c'est la passivation. Passiver pour éviter ça. Passiver, c'est vider le carburant des engins en fin de vie. Comme ici, avec ce réservoir qui ne sert plus à rien. What we're seeing here is a venting of remaining cryogenic components inside the external fuel tank. Les ergols se transforment alors en paillettes de glace microscopiques qui rapidement vont s'évaporer sous le réchauffement solaire. Une mesure essentielle puisque 35% des débris sont dus à des explosions causées par les carburants. Les solutions techniques existent,
Mais Louisa, responsable de ce service, incite ses ingénieurs à les améliorer. Vidanger un satellite, une fois sa mission terminée, c'est possible. Mais c'est plus compliqué pour les batteries, qui doivent être déchargées, sinon elles finissent par exploser elles aussi. And there's different methods on which we can use to do this. We can actually disconnect physically the solar array through some sort of pyro actuator. This stops the power going into the PCDU. Hence, we leave the PCDU on, we turn on all the equipment, and the battery gets drained. This is one option. Another option could be to physically... Mais le problème, c'est que ce dispositif de déconnexion pourrait se mettre en marche tout seul, interrompant la mission d'un satellite qui a tout de même coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. An alternative is to upload a software patch inside in the PCDU, which is a computer, and this would just basically tell the battery to never charge. But this isn't something that we can say will last indefinitely either, because it's a software patch, and through radiation around Earth's environment, there may be some sort of a flip. The battery will then continue charging, and then we're back to square one. Le problème donc, et Louisa le sait, c'est qu'aujourd'hui, rares sont les opérateurs qui observent la règle de la passivation électrique. It's very expensive to put up a satellite, and if you have one of these mechanisms on board which can accidentally fire, then you've lost your mission because you've no battery. So at the moment, from passivation purposes, this is quite a simple solution. But it's not something that project managers or anybody, a customer, will want to implement in their own mission. I can understand why people do not put it on board. I'm still worried how do we solve it, because the software patch seems to be the easiest, but you are telling us that it's not forever. And the other one is dangerous. Alors Louisa continue de travailler avec ses ingénieurs pour améliorer les solutions, en trouver d'autres, pousser les opérateurs à concevoir des satellites propres, capables de répondre à la règle essentielle de la passivation. Le nouveau satellite doit respecter les lois ou les lignes de conduite qui sont là. Il faut les respecter. Il ne faut pas avoir des dérogations parce que moi je suis petit, parce que moi je fais de l'argent, parce que moi je crée des places de travail. Excusez-moi, non. Il faut être plus sérieux et appliquer les règles. Autre règle de bonne conduite, interdiction pour tout engin spatial de rester dans l'espace plus de 25 ans après la fin de sa mission. De nombreux satellites se trouvent dans les orbites hautes, à plus de 35 000 km de la Terre. En fin de vie, ils devront alors remonter plus haut, dans une orbite cimetière où ils ne gêneront plus. D'autres satellites se trouvent en orbite basse, entre 160 et 2000 km d'altitude. Cela, il faut qu'ils redescendent sur Terre. Il faut mettre dans les satellites de l'ergol pour faire une manœuvre, pour faire en sorte que les satellites retombent où on veut, typiquement dans les océans. C'est ce qu'on appelle la rentrée contrôlée. Et les rentrées contrôlées, elles ont eu lieu dans l'immensité du Pacifique Sud. La pollution ainsi générée serait négligeable selon les experts. Lui aussi a fini ses jours dans le Pacifique Sud. L'ATV. Ce véhicule qui nous avait fait éviter un débris en remorquant la station. Il y a eu 5 ATV au total. Ils ont tous été reconduits chez eux, vers la Terre, une fois leur mission terminée. Ça se passe en général en une journée à peu près. L'ATV quitte la station, on descend progressivement l'orbite de l'ATV, donc on se rapproche de l'atmosphère. On est à partir d'un certain moment, on est passif puisqu'on a allumé les moteurs. Une fois que les moteurs sont éteints, l'ATV est freinée suffisamment pour que naturellement il plonge tout seul. Wow. Et dans notre ciel, voici apparaître l'ATV. Il se consume à cause du frottement avec l'atmosphère.
Aujourd'hui, la production des ATV a été arrêtée. La dernière réentrée était particulièrement émouvante. Donc tous les équipes étaient dans le centre de contrôle. Oh wow. If you have a chance to look out of the window because the view is spectacular. Spectacular. Wow. Peter, tell me if we need to... Voilà, et là on est devant nos écrans, on commence à voir les panneaux solaires qui disparaissent, la télémesure que l'on reçoit de l'ATV qui commence à apparaître, disparaître, apparaître, disparaître, et puis après disparaître définitivement. Et là, on est triste, oui. Mais tous les opérateurs n'ont pas intérêt à faire cette manœuvre de fin de vie. Car pour effectuer celle-ci, il faut garder du carburant. Or, imaginez qu'un satellite soit programmé pour une mission de 5 ans, par exemple. Vous avez terminé ces 5 ans et votre satellite marche encore. Qu'est-ce que vous aurez tendance à faire? À prolonger la vie. Et vous prolongez la vie, et vous prolongez la vie, jusqu'au moment qu'il dit « Aïe, il est mort !» Et donc, je ne peux plus faire mes manœuvres. Il y a cet effet pervers, donc souvent, ça arrive qu'on l'utilise trop et on n'est plus capable de faire la manœuvre de fin de vie. Je refuse d'imaginer qu'un jour nous ne puissions plus aller dans l'espace. Alors ces règles de bonne conduite internationale, il faut non seulement les appliquer, mais aussi, peut-être, les transformer en loi, afin que personne ne puisse y déroger. Pour le moment, seule la France a franchi ce pas. Et même si l'on appliquait les règles à la lettre, ça ne suffirait pas encore. Car la population des débris est telle que de collision en collision, elle s'auto-entretient. Quand je fais des interventions dans le public et que je parle de nos affaires spatiales, la réaction la plus courante, vous avez sali l'espace, vous avez sali le ciel, vous avez transformé le ciel en poubelle. L'expression que j'entends souvent, vous avez transformé le ciel en poubelle. Et j'aime bien réagir par rapport à cette expression-là en disant mais si seulement. Parce que la poubelle, c'est un instrument extrêmement élaboré de gestion des déchets culturels. La poubelle doit avoir 2 siècles, pas beaucoup plus. Et donc, il faut absolument que dans l'espace, nous fassions la même chose que ce que nous avons fait sur Terre, c'est-à-dire inventer des poubelles de l'espace. Pour gérer le très long terme, beaucoup de projets de poubelles sont donc à l'étude. Une des solutions serait de coller au satellite mort un kit de désorbitation. Celui-ci pourrait alors le pousser vers la rentrée sur Terre. Sinon, on peut imaginer un bras robotique qui irait se fixer à l'engin avant de le faire descendre. Même principe avec un filet. Ou bien une voile qui ralentira l'objet, lequel finira par rejoindre l'atmosphère. Les dernières études sont formelles. Il faut aller enlever 5 à 10 débris par an pour pouvoir stabiliser leur population. Tout cela, sur le papier, ça paraît simple. En pratique, c'est beaucoup plus complexe. L'une des difficultés, c'est les débris sont non coopératifs. C'est-à-dire, déjà, ils ne disent pas où ils sont. Donc ils n'émettent pas, ils n'ont pas de répondeur radar et autres, etc. Donc il faut être capable de détecter l'endroit où ils sont. Ils bougent probablement sur eux-mêmes. Ils ne sont pas préparés pour être attrapés. Puisqu'ils avaient été lancés bien avant qu'on y pense. Non, on n'y pensait pas aux débris, lorsqu'Envisat a été fabriqué. Ce satellite européen était dédié à la surveillance de la Terre. Un monstre de 8 tonnes, long comme un bus, tombé en rade sur l'autoroute spatiale en 2012. Et c'est ce mastodonte
qui a été élu par l'ESA pour être ramené sur Terre. Nous avons dit, essayons de concevoir une mission pour montrer au monde qu'on peut le faire. Donc on aurait fait une avancée technologique importante. Et donc faisons-le, on démontre que c'est faisable. Mais avant d'envoyer un éboueur récupéré en VSAT, il faut déjà comprendre comment il fonctionne. C'est ce que l'on tente de faire dans ce laboratoire de l'ESA, à Amsterdam. Ces petits capuchons vont être soumis à la pression de l'air. Ce support est un miroir en verre, l'un des éléments les plus lisses que l'on connaisse. Miroir plus air égale absence de friction, ou presque. Une condition qui ressemble à ce que l'on trouve dans la pesanteur et qui permet de mieux cerner le mouvement aléatoire d'un objet spatial comme en VSAT, figuré ici par sa maquette. When a satellite is moving through space, there is no friction, so it will keep moving forever. If this was on Earth and I touched this like this, nothing would happen. But in space, if I touch it like a feather and I miss, it's starting rotating. So now what do? I have to try completely again. It's very difficult. La maquette d'Envisat est donc observée par des caméras qui captent chaque point de sa trajectoire. Ces points seront ensuite étudiés pour dégager une constante, laquelle permettra de mieux comprendre comment bouge en conditions d'apesanteur un objet hors de tout contrôle. Pas question d'envoyer un éboueur avant. To capture a tumbling target, like a spacecraft like this, has not been done before. Some attempts have been done in some not quite the same sort of context. Cette tentative, c'était en 1992. Endeavour, la navette spatiale américaine, s'envolait pour une mission incroyable. Booster ignition and liftoff of the maiden voyage of Endeavour on a satellite rescue mission. Sept femmes et hommes envoyés dans l'espace pour aller sauver un satellite. Mais pas n'importe lequel. Intelsat 603, chargé de retransmettre à la télévision les Jeux Olympiques de Barcelone. Et du sport, là-haut, il va y en avoir. Première étape, attraper le satellite. Premier échec, qui sera suivi d'un second. Impossible de manier le satellite. Les lois physiques sont trop différentes de celles que l'on trouve sur Terre. Les ingénieurs décident alors de mettre 3 astronautes sur le coup. Une sortie extravéhiculaire avec 3 hommes à la fois et pendant 8 heures et 29 minutes, du jamais vu à l'époque. Let's do it. Got it. Houston, I think we got a satellite. Intelsat 603 sera réparé sur place. Le ramener sur Terre aurait été une toute autre affaire, mais l'opération a permis de comprendre que manipuler un objet dans l'espace est un véritable défi. Le vieux satellite est devenu aujourd'hui un débris spatial. Impossible pourtant de ne pas saluer la prouesse de ce sauvetage. Impossible de ne pas saluer l'immense créativité qui a été déployée depuis des décennies pour conquérir l'espace. Hier, la Lune. Demain, Mars. Je suis fier de ce que nous avons fait. Et je veux pouvoir être fier de ce que nous ferons pour nettoyer l'espace. Moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que c'est un problème d'environnement, en fait. C'est pas un problème
spatial qui concerne que les gens du spatial, c'est un problème d'environnement au même titre que le réchauffement climatique, que la pollution. C'est la même philosophie, c'est des problèmes qu'il faut résoudre aujourd'hui parce que sinon dans le futur on ne pourra plus les résoudre et les conséquences seront dramatiques. Et puis c'est des problèmes où les gens ont du mal à s'engager parce que c'est loin dans le futur, parce que les différentes nations qui envoient des objets dans l'espace parfois se disent « Oh oui, non, mais ça c'est pas le nôtre, c'est pas de notre faute, puis ça coûte cher, etc. » Mais on voit qu'il y a des initiatives, donc on a des armes, il faut juste les développer encore et puis mettre, je pense, encore plus d'efforts pour résoudre les problèmes environnementaux, que ce soit sur la Terre ou dans l'espace. Nous ne parviendrons jamais à éliminer tous les débris de l'espace. Mais commençons. En nous inspirant peut-être de ce que là-haut j'ai ressenti et contemplé autour de moi. Tout est une question d'équilibre.